Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour Naïm. Bonjour Perrine. Alors, je suis en présence de Naïm Bouhouchma, qui est auteur d'un livre que j'ai beaucoup apprécié. Nous, on va en parler dans quelques instants. Naïm, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci Perrine pour cette invitation. C'est vachement chouette. Alors, moi, je m'appelle Naïm Bouhouchma. Je suis enseignant agrégé d'économie-gestion. Je suis également formateur et puis coach. J'ai écrit un livre qui s'appelle Arrêtez de stresser, votre enfant n'est pas foutu. Même s'il n'est pas premier de la classe, les clés d'un ancien cancre devenu prof aux éditions Albin Michel. Et puis, ça fait maintenant 10 ans que j'enseigne et que je prodigue des conseils sur les réseaux sociaux, d'abord à destination des enseignants et puis peu à peu à destination des parents. Super. Quel est le constat? Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Tu avais plein de parents qui venaient te voir catastropher? Ouais, il n'y a pas une journée où je ne reçois pas un message d'un parent qui a peur pour son enfant et à juste titre, hein, parce que bon, ben voilà, parfois le système, si je puis dire, ne comprend pas forcément les individualités, les particularités de chacun de nos enfants. Donc, il y a des craintes. Il y a aussi des craintes beaucoup sur l'orientation. Vraiment, moi, c'est quelque chose que je vois énormément. Mon enfant ne sait pas ce qu'il veut faire, etc. Et aussi, c'était un message d'espoir parce que s'il y a bien une personne qui devait rater sa vie au regard de l'école, eh ben, c'est bien la personne qui vous parle aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Parce que toi, tu étais mauvais comment en classe? Alors, j'ai été bon jusqu'en quatrième, cinquième plutôt. Et à partir de la quatrième, ça a été très compliqué pour moi, tant sur le rapport que j'avais à l'école que sur mes bulletins et la notation, et puis le rapport que j'avais au prof également. Après, j'ai suivi mon orientation. On m'a envoyé en électrotechnique parce que j'avais pas le niveau pour aller en filière S à l'époque, hein, ce que je voulais faire. On considérait que bon, voilà, je n'étais pas fait pour ça. Donc, ensuite, j'ai été exclu de mon établissement. Ensuite, j'ai eu le bac avec 3,2 de moyenne au deuxième trimestre. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas des contrôles continus. Et du coup, j'ai été absolument refusé de tous les vœux. À l'époque, c'était post-bac que j'avais formulé. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que j'ai enseigné dans tous ces lycées-là quelques années après. Donc ça, c'était un petit peu drôle. Et du coup, je me retrouve en licence de chinois. Donc, pour répondre à ta question, Perrine, ouais, j'étais pas franchement un excellent élève. Et tu penses que c'était dû à quoi? C'était dû à l'affect, à ton comportement, à ton immaturité? Parce qu'on voit que tu t'es bien rattrapé, donc on peut expliquer ça comme ça, non? Alors, en fait, il y a plusieurs éléments à prendre en compte par rapport à mon échec scolaire, si je puis dire. Le premier, c'est un ennui profond, c'est-à-dire que de rester assis 8 heures par jour, en plus, toutes les heures à changer de cours, j'avais l'impression qu'on voulait me gaver un petit peu de connaissances et ça me posait problème. Deuxièmement, je me sentais très mal à l'école. Moi, j'ai subi un harcèlement à l'école, etc. On m'a beaucoup embêté. Donc, forcément, c'était un petit peu compliqué pour moi d'aller à l'école. Donc, bah, forcément, ça a eu des conséquences, hein, à la fois émotionnelles, mais aussi, comment dirais-je, sur ma volonté et ma motivation à travailler à l'école. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, le collège m'a profondément déprimé parce que rentrer à l'école la nuit et en sortir la nuit, j'avais jamais expérimenté ça. Et ça, c'était compliqué moralement, en fait. Moi, je viens du Nord, hein, donc bon, déjà, il fait pas très beau. Et moi, j'adore le soleil. Et en plus, on se retrouve comme ça à l'école de la nuit à la nuit. Ça, c'était très compliqué. J'avais l'impression que ma vie de jeune garçon tournait autour des cours. Et ça, c'était compliqué. En fait, voilà, j'ai mené, si je puis dire, une révolution contre le présentisme à l'école. Voilà, en gros, ça s'est fait comme ça. Je voulais être un ado, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu un jour le déclic de les études sont importantes pour mon avenir professionnel? Alors, franchement, hein, Perrine, c'est pas glorieux. Et c'est pas, et je suis pas fier de ça, mais vu que tu me poses la question, je vais t'y répondre. En fait, bon, je voyais bien que ma mère était inquiète. Voilà, déjà, il y a ce truc-là. Moi, je suis fils unique. J'ai une relation très fusionnelle à l'époque et encore aujourd'hui avec mes parents, etc. Et c'est vrai que je voyais bien que ma mère était, comment dirais-je, très inquiète. Et en même temps, elle m'a donné un amour inconditionnel. Et je voyais bien qu'elle se disait, bon, ben voilà, j'ai un enfant qui ne va pas à l'école, plus de 200 demi-journées d'absence l'année du bac. J'ai même pas été à l'école pendant 3 mois non-stop, à tel point que le lycée m'a appelé pour savoir si j'avais arrêté l'école. Donc, tu vois, c'est dire un petit peu le niveau d'absentéisme que j'avais. Et en fait, je voyais bien que ça la tracassait. Et du coup,
un mois et demi avant le bac, je lui ai dit, écoute, on va aller acheter des synthèses et je vais réviser comme un ouf pour aller chercher ce bac-là. Et en réalité, c'est pas glorieux, mais bon, vu ma situation sociale, je pouvais avoir une bourse en fait. Et du coup, en fait, ça a été une de mes motivations, c'est-à-dire qu'à la fois, je voulais rassurer ma mère et à la fois, bah, je voulais voilà, kiffer un petit peu la vie et avoir une petite bourse qui me permettrait d'envisager des études supérieures, etc. Et puis bah, voilà, de kiffer la vie un petit peu. Donc, ça a été cette motivation-là, en fait. Ma mère, dans un premier sens, mais je me souviendrai toute ma vie, le prof de CM2, Monsieur Sten, a dit ceci à ma mère, Naïm rebondira toujours. Soyez pas inquiets. Alors, je sais pas pourquoi il lui a dit ça, mais cette phrase a marqué ma mère. Et le fait qu'elle m'en ait parlé, ça m'a marqué aussi. Donc, il y a peut-être aussi ça qui a, c'est pas provoqué quelque chose en moi aussi. Ouais. C'est intéressant. En tant que parent, un enfant qui se déscolarise, qui est absent, on a quand même très peur qu'il rentre dans une autre voie d'apprentissage ou voilà, qu'est-ce que toi, tu passais tes journées à faire? Eh ben, je lisais des mangas et j'écoutais du rock, j'essayais de jouer de la guitare en autodidacte, je dessinais, en fait, j'étais très créatif et je dansais beaucoup. J'étais quelqu'un de super créatif et le problème, c'est que cette créativité-là, je ne pouvais pas forcément l'exprimer à l'école. Quand je reprenais les cours, notamment en première, terminale, etc., quand j'essayais d'aller en cours, je dansais dans les couloirs. Moi, je mettais mes écouteurs, alors je faisais attention que personne ne me voit parce que voilà, ça paraissait bizarre quand même. Mais en fait, j'étais beaucoup créatif et je pense que ma mère a toujours veillé à ce que je vive dans un environnement qui, justement, me permette de développer ce potentiel créatif-là, finalement. Donc, donc ça, c'est chouette. J'ai une maman qui lit énormément, qui importait des vinyles. Enfin, voilà, j'ai baigné dans cet environnement-là. J'ai le mari de ma tante qui est ancien guitariste de Léo Ferré. Donc, j'ai vraiment voilà, grandi dans Serge Reggiani, enfin, voilà, dans la culture musicale française également. Donc, voilà, j'étais un gamin créatif et le problème, c'est justement que cette créativité-là, voilà, je ne pouvais pas l'exprimer à l'école. Et donc, pour répondre à la question, pour les personnes qui, voilà, dont les enfants s'orienteraient ben voilà, vers d'autres voies, si je puis dire, eh ben, l'idée, c'est de se demander si ça fait sens pour eux, en fait, tout simplement. Et à partir du moment où si ça fait sens et qu'ils se sentent épanouis, il faut y aller, en fait. Vraiment, faut y aller. Je sais qu'encore aujourd'hui, en 2026, on définit la réussite à travers voilà, des voies telles que médecine ou avocat ou ce genre de choses. Et pourtant, même ces personnes-là, hein, pour en rencontrer beaucoup, à l'aube de leurs 40 ans ou 35 ans ou que sais-je, se demandent si elles sont à leur place. Donc voilà, la question du sens, elle doit vraiment être posée, ouais, je pense, avec nos enfants. Oui, il y a une vraie capacité d'écoute de la part des parents à développer et d'observation, ouais, je comprends. Toi, donc, tu le dis enseignant et tu te rends compte aussi que ben, il y a des élèves en face de toi qui ont forcément le même profil que le tien, non? Ah, exactement. En fait, moi, je suis déjà, j'enseigne en lycée technique, en lycée technologique, pardon, et j'ai des STMG devant moi. Et à l'époque, je ne mesure pas les stéréotypes vraiment ancrés à propos de cette filière-là. Moi, je ne, voilà, vraiment, hein, je vais assez naïvement vers ces filières-là. Et vers cette filière-là, qui est une filière absolument extraordinaire, vraiment. Le programme de STMG, il est vraiment incroyable. Et moi, pendant des années, j'ai milité justement pour redorer le blason, si je puis dire, de cette filière-là. Et en fait, je comprends tout de suite les élèves parce que ben, je pose une question toute simple, qui veut être là? Qui a fait ce vœu-là? Et en fait, il y a très peu de mains qui se lèvent. Et du coup, je comprends très vite ces élèves-là, ces profils-là, qui, comme moi, ont subi leur orientation. Et en fait, l'idée, c'est un, de redonner du sens, et deux, de reprendre confiance. Et en fait, le premier trimestre, c'est vraiment un trimestre de dev perso, hein. J'en ai même parlé à un de mes inspecteurs qui était d'accord avec moi. Et l'idée, c'est voilà, de montrer d'où peuvent venir les carences vis-à-vis de l'estime de soi. Et très souvent, elles viennent de l'école, malheureusement, parce qu'on a le sentiment de ne pas être capable. Et de ce fait-là, ben, on a une image de soi qui n'est pas très valorisée. Et du coup, on va travailler sur ça avec les élèves. Et ensuite, on va leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses et surtout de partir de ce qu'ils aiment pour créer des cours. Et ça a tout changé. Ouais. Ton livre, il traite de ça justement. Il dit, il conseille aux parents de retourner vers qui est l'enfant et qu'il s'aime et qu'il aime son entourage. C'est ça, j'ai lu que finalement, c'était important que les enfants soient bien dans l'endroit où ils doivent être toute la journée, quoi. C'est exactement ça. Et tu sais, vraiment, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on reconsidère notre stratégie et que la stratégie qu'on devrait mettre en place, c'est placer le bien-être de l'enfant et de l'ado et de l'élève au centre de notre stratégie. Je te partage une anecdote. Je me suis fait inspecter il n'y a pas très longtemps.
L'inspecteur, franchement, a fait preuve d'une humanité hors du commun. Vraiment, j'ai eu une discussion profonde avec lui parce que je lui ai expliqué que bah, c'était potentiellement ma dernière année, etc. Que moi, voilà, je vais faire autre chose. Et en fait, il a été vraiment à l'écoute et profondément humain. Vraiment, je garde un excellent souvenir de cette inspection. Par contre, il considérait que je demandais trop si ça allait aux élèves. Moi, j'ai un rituel, c'est que quand je fais l'appel, je demande à chacun si ça va. Vous allez bien? Vous avez bien mangé? Ok, super. Élève suivant, vous allez bien, machin, etc. Il me dit oui, c'est un petit peu trop en fait. Et en fait, je pense qu'au contraire, c'est pas assez. Et à mon sens, je pense que va falloir. Alors attention, il dit ça parce que voilà, il est garant des savoirs et qu'il y a un programme à terminer. Et je comprends sa position, mais ce que je veux dire, c'est, enfin, je comprends, j'essaye de trouver des excuses à sa position, mais à un moment donné, il va falloir qu'on reconsidère cette question-là très simple qui est la suivante. Est-ce que nos élèves se sentent bien à l'école? Et on a un vrai chantier là-dessus. Et je pense que pour ça, il faut que de manière inconditionnelle, on s'assure de leur bien-être émotionnel dans une classe. Parce qu'on aura beau avoir les meilleures stratégies du monde, si face à nous, on a des êtres humains qui ne se sentent pas bien, ça ne passera pas, quoi qu'on fasse. Et moi, j'ai déjà eu des étudiants qui venaient se plaindre à moi en me disant mais tel prof ou tel prof me demandait de participer alors que j'étais en larmes devant elle, quoi. Et ça l'a pas empêché de se dire bon, c'est peut-être pas le moment. Non, non, tu vas participer, allez. Bon, quel souvenir on peut garder d'un tel cours? Ben, je sais pas. Pas très glorieux, malheureusement. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai écrit dans ma newsletter où je disais: «Quand une fleur ne fleurit pas, on ne râle pas sur la fleur, on essaye de voir s'il y a pas un problème avec la terre, un manque d'eau, un manque de lumière». Donc toi, ce que tu dis, c'est que c'est à nous parents et c'est à l'école et c'est au système, en fait, plutôt que de râler en disant: «Bah, mon enfant, fait des efforts, améliore-toi, travaille» et cetera, d'aller changer l'environnement dans lequel il évolue. Ouais, complètement. Et chaque enfant est une fleur, pour reprendre ta métaphore de ta newsletter, est une fleur qui demande qu'à s'épanouir. Pour ça, il faut un environnement, en fait. Et il faut un environnement propice à ce qu'il a au plus profond de lui-même. Et pour ça, bah, ça demande une introspection, ça demande une connaissance de soi. Mais effectivement, on doit agir sur l'environnement. Et c'est drôle parce que à aucun moment on se pose cette question-là, finalement. À aucun moment on se pose cette question-là de savoir si l'enfant est à sa place, si déjà l'enfant sait ce qu'il aime. Et toi-même, dans ton cas, j'imagine que c'est quelque chose que tu as beaucoup. Et on a même malheureusement des adultes aussi qui ne savent pas trop ce qu'ils aiment. Et tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Quand tu parles de râler, bah, justement, pour le bouquin, j'ai fait une fois, je suis parti chez le barbeur. Et c'était une dame avec qui je me suis mis à parler. Et elle m'a expliqué ceci. Mon frère ne foutait rien, il avait les félicitations. Je bossais 4 heures chaque soir, j'avais peu mieux faire. Et c'était d'une violence inouïe, en fait, parce que mon peu mieux faire, c'est absolument tout ce que je pouvais mettre en œuvre, à tel point que j'en pleurais et que je m'épuisais à la tâche. Mon frère ne faisait rien, il avait les félicitations comme si, comment dirais-je, il avait bossé toute la nuit. Et elle dit, et ça m'a profondément marqué. Et en fait, elle a toujours voulu être coiffeuse. Et les profs, bah, je te laisse imaginer ce qu'ils lui ont répondu quand elle a parlé de son orientation. Ah, c'est bien, bah, justement, oui, tu pourras réussir que là-bas, quoi. C'est affreux quand même. Enfin, je veux dire, surtout, moi, je trouve ça trop beau, un gamin qui a un projet. C'est Mmh. excellent, en fait. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un projet si tôt, finalement. Et donc, ça en dit long, finalement, sur l'état du système et le rapport à la notation que les profs, malheureusement, et même les parents, hein, peuvent avoir. Alors qu'est-ce que les parents peuvent faire concrètement aujourd'hui? Ils peuvent écouter leur enfant et regarder ce qu'il a effectivement comme, ce qu'il aime faire, ce qui prend du temps à faire spontanément, mais c'est quoi tes autres conseils? Alors, le premier conseil, c'est, pardon, hein, mais c'est de désinstaller Pronote. Je suis désolé, je sais que les parents vont me dire oui, mais il y a les devoirs, oui, mais il y a les notes. Oui, en fait, notre foyer est devenu une succursale de l'école. Et ce n'est pas normal. Moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est lorsque vous récupérez vos enfants, parlez-leur de tout sauf de l'école. Par pitié. En fait, nos enfants ne sont pas une ressource à optimiser. Il y a beaucoup de parents, 7 heures, tu vas faire les abacs. 7h15, tu auras jeu d'échecs. 8 heures, tu vas à l'école. Je te récupère à 17 heures. Projet Mbappé, tu vas au foot. Ensuite, tu vas faire des cours d'anglais en plus parce que bah voilà, en anglais, ça va pas. Ensuite, 20 heures, tu te brosses les dents. 20 heures, non. Nos enfants ne sont pas des ressources à optimiser. En fait, on se pose des questions de l'épuisement des enfants. La réalité, c'est on les laisse plus s'ennuyer. Et la créativité naît de l'ennui. Et moi, je suis très inquiet parce qu'on a l'impression qu'avec nos enfants, il faut faire toujours plus. Non, venez, on apprend à faire moins, justement. Et à les laisser être des enfants rêvassés, etc. Donc, premièrement, on va essayer d'alléger leur emploi du temps parce que bah, il y a du bon à l'ennui, finalement. Et je pense qu'il faut réhabiliter l'ennui. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut savoir avoir des temps de prise de recul. Beaucoup de parents
et ils font ce qu'ils peuvent. Vraiment, que les choses soient bien claires, ils font ce qu'ils peuvent. Récupèrent leurs enfants. La première chose qu'ils leur disent, c'est OK, devoir, machin, etc. Votre enfant a vécu des émotions qui l'ont certainement submergé au cours de sa journée. Et des émotions qu'il n'a pas pu exprimer, malheureusement. Il arrive à la maison avec un trop plein d'émotions et à aucun moment on sonde cet état émotionnel-là. Et à aucun moment on s'assure de savoir s'il va bien. Et d'ailleurs, même les parents. Parfois, les parents veulent lancer les devoirs, mais eux-mêmes ne se rendent pas compte que ce n'est pas le moment. Eux-mêmes n'ont pas eu un petit temps, ne serait-ce que 5 minutes, bah, pour se retrouver avec soi-même finalement, parce qu'on finit notre journée de travail, on récupère les enfants, et c'est la deuxième vie qui commence, hein, et moi, vraiment, j'ai beaucoup d'empathie par rapport à ça. Mais à un moment donné, mieux vaut aller manger une glace que de faire des devoirs certains soirs. Et c'est pas ce soir-là qui va mettre en péril la scolarité, la vie de votre enfant. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, vraiment, et ça, c'est peut-être la chose la plus importante, je pense qu'on doit séparer réussir sa scolarité et réussir sa vie. Bien évidemment qu'à une époque, et je dis ça, c'est pas un appel à la médiocrité, hein, que les choses soient bien claires. Moi, j'encourage mes enfants à faire des efforts à l'école, j'encourage mes enfants à trouver ce qu'ils aiment, etc., etc. Mais quand bien même, ce n'est pas parce que mes enfants vont réussir leur scolarité qu'ils vont réussir leur vie. Et réussir sa vie, c'est quoi? C'est être épanoui et trouver du sens à ce qu'on fait. Eh ben, on peut avoir les meilleurs bulletins du monde et être complètement perdu finalement dans sa carrière professionnelle. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Mais venez, on arrête à un moment donné de s'imaginer que parce que mon enfant a des bonnes notes, alors forcément il réussira sa vie. C'est faux en fait. Et le titre de ton livre qui est «Arrêter de stresser», c'est aussi un appel aux parents à relaxer parce que j'imagine que, comme tu le dis, comme je le dis souvent, que leur stress est très contagieux, en fait et que quand on regarde son enfant avec un regard qui dit: «Bah, t'es foutu», bah, l'enfant se plie un peu à ça. Ouais, complètement. En fait, il y a plein d'études hein, qui parlent de ça, mais vraiment des études très sourcées, etc. J'en parle notamment dans le livre, mais quelque chose de très simple. Comment se construit l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la valeur que je peux me donner intrinsèquement, en dépit de tout objectif à accomplir. Bah, elle se construit à travers le regard que posent les adultes sur moi en tant qu'enfant. Et forcément, moi, il y a quelque chose qui m'horripile, c'est quand je découvre un enfant. Alors déjà, la première question, c'est pas ça va à l'école, parce que je m'en moque. Il y a peut-être autre chose à raconter cet enfant, ça c'est la première chose. Mais moi, la chose qui m'horripile, c'est quand j'essaye de parler avec un enfant et que le parent dit non, il est timide. Bah, répète ça toute ta vie à ton enfant et t'inquiète pas qu'à 40 ans, il aura du mal à prendre la parole en public, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, on doit arrêter nous-mêmes de poser des étiquettes parce que nos enfants grandissent avec les stéréotypes qu'on a d'eux. Et à un moment donné, il faut prendre du recul et simplement se dire, bah, peut-être que cet enfant, il n'a pas envie de me parler. Et il n'y a pas de mal à ça, en fait. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que plus tard, et d'ailleurs, combien d'enfants j'ai pu rencontrer chez des amis, etc., bah, la première fois, ils ne voulaient pas forcément discuter. Et la deuxième fois, on a eu des discussions super chouettes, en fait. Et moi, je pense qu'aussi les parents, à la fois, doivent essayer de prendre du recul. Pas plus tard que la semaine dernière, hein, Perrine, quelqu'un vient me voir et me dit ah, ma fille, quand même, c'est compliqué. Je dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben, le premier trimestre, elle a eu, ou semestre, hein, je ne sais plus, elle a eu 11 de moyenne et le deuxième, elle a eu 10,5. Et là, je l'ai regardé, je dis, ah ouais, waouh, on est vraiment dans une catastrophe, là, c'est compliqué. Et en fait, les parents ne se rendent pas compte. Bah, parce que moi, je ne sais pas quoi leur dire. Ouais, enfin, et donc, je pense aussi qu'il faut arrêter une note, ça veut tout et rien dire, mais franchement, et pour être dans le système de l'éducation nationale, je peux le dire, hein, une même copie du bac, on peut avoir 7 points d'écart. Et c'est des choses que j'ai vues de moi-même, vraiment. Je pense qu'il y a des matières type maths, etc., qui sont peut-être moins subjectives. Et moi-même, j'ai vu des profs corriger une même copie test avec 7 à 8 points d'écart sur la même copie. Je ne mens pas, c'est des choses que j'ai vues de, moi, de mes propres yeux. Et donc oui, faisons attention au regard qu'on porte sur nos enfants. Et en fait, bah, je pense que l'image de la fleur, c'est trop chouette, Perrine. Tu vois, voilà, de considérer que bah, c'est une fleur qui demande qu'à s'épanouir. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah, travailler sur l'environnement et sur sa sécurité émotionnelle. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais ajouter pour donner aux parents encore plus envie d'aller acheter ton livre? C'est trop bien. Bah, déjà, merci pour l'occasion, Perrine, c'est adorable. Euh, En fait, au début, je vous parle d'un élève, et cet élève, ça aurait pu être votre enfant. Et à la fois, je pense que c'est un livre qui peut vous faire du bien vis-à-vis de la scolarité de votre enfant, mais je pense aussi que c'est un livre qui peut être lu lorsqu'on garde des stigmates de l'école.
Combien de parents ont encore des cicatrices qui en réalité viennent de l'école et qui continuent de vivre leur vie et le rapport qu'ils ont à leur potentiel et même à leur envie d'entreprendre des choses à travers ce que l'école a laissé en eux finalement. Donc c'est pas un livre qui est destiné qu'aux parents, mais qui est destiné aussi aux personnes qui voilà, auraient des cicatrices de l'école et qui auraient besoin de les résorber. Ça se lit très facilement, hein, c'est des petits chapitres, etc. C'est bourré d'anecdotes et aussi d'études scientifiques. Mais en tout cas, si ce livre peut vous permettre de prendre du recul et de moins stresser quant à la scolarité de votre enfant, bah, il aura rempli sa lourde tâche et son humble tentative. En tout cas, merci beaucoup, Perrine, pour l'opportunité, vraiment. En prie. Donc ton livre s'appelle Arrêtez de stresser, votre enfant n'est pas foutu, même s'il n'est pas premier de la classe, et c'est chez Albin Michel. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.